Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, la situation sécuritaire est sous contrôle dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Pendant que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, faisait cette déclaration à la conférence des gouverneurs, des séparatistes lançaient l'assaut sur le village Mounia dans le Sud-Ouest, semant la panique générale. Baccalauréat session 2021, des élèves dans le désarroi. Ils ont été surpris en plein examen par des épreuves conçues par l'approche par objectif. Pourtant, des cours leur ont été dispensés par l'approche par compétence. Que peut le ministre des Enseignements secondaires face à ce tort causé? Là est toute la question. Une fois encore, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Sur votre petit écran, la ville de Buea en images, la capitale régionale du Sud-Ouest, s'est réveillée ce matin sous des tirs nourris des séparatistes qui ont attaqué aux premières heures de la matinée le village Mounia. Et comme vous le voyez en image, des transporteurs et habitants pris de panique tentent de se sauver. La situation, il faut le rappeler, est revenue au calme après la riposte des forces de défense et de sécurité. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. Et cette attaque de Mounia au sud-ouest survient au moment où la conférence des gouverneurs se tient à Yaoundé avec une déclaration forte du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a indiqué que la situation sécuritaire est sous contrôle dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, mais également à l'extrême nord Cameroun. Le compte rendu de cette rencontre, c'est avec Rodin Ngassi et Gizogo. Que porte le Cameroun au plan sécuritaire, c'est le sujet qui était soumis à la réflexion des gouverneurs lors de la première session de leur traditionnelle conférence pour le compte de l'année 2021. S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'administration territoriale a dressé un tableau fait de satisfaction, mais aussi de quelques zones d'ombre. La situation sécuritaire du pays est sous contrôle globalement. Néanmoins, il y a des défis sécuritaires qu'il faut relever. Il y a un certain nombre de préoccupations, le désordre urbain, l'insalubrité. Il y a également la construction anarchique. Il y a les projets de développement qui ne sont pas toujours très bien exécutés. Dans le détail, la revue par région laisse voir que dans le sud-ouest, le gouverneur en appelle à saisir la main tendue du chef de l'État. Nous continuons à appeler les forces vives à se joindre à l'administration force de défense pour combattre ses compatriotes égarés pour qu'ils puissent déposer ses armes et répondre à la main tendue du chef de l'État. Quant à l'Est, si on consent qu'il y a bien un problème avec l'exploitation minière qui a enregistré bien des crises ces derniers mois, on dit y travailler. Le gouvernement a pris le problème à bras le corps, non seulement en créant la tsunami, mais également en opérationnalisant cette structure. Donc nous pensons que dans les mois qui viennent, le secteur sera rationalisé. Et puis, dans un registre résolument optimiste, dans l'extrême nord et la Damawa, on se réjouit respectivement d'un ramadan sans attentat et de la fin du phénomène des prises d'otages. Et c'est normalise, ce n'est un secret pour personne. Pour une toute première fois, depuis 7 ans, nous avons eu un mois de ramadan sans attaque kamikaze. Et quand on sait que c'est la période de prédilection, où c'est hors la loi, se livrent en holocauste, et ils commettent le maximum de leur forfait, on peut dire sans risque de nous tromper que la situation est vraiment sous contrôle. Au jour d'aujourd'hui, ce phénomène a été réduit totalement. Au moment où je parle, il n'y a aucune personne prise en otage. Grâce donc aux efforts des forces de l'ordre, grâce aux autorités administratives, aux forces vives, le comité de vigilance, nous avons tous ensemble conjugué nos efforts et nous sommes venus à bout de ces hideux phénomènes de prise d'otages dans la région. Des postures résolument optimistes, parfois contredites par les réalités sur le terrain.
Je vous le disais en titre, des candidats au baccalauréat 2021 en détresse, enseignés tout au long de l'année par l'approche par compétences. Ils ont été étonnés de recevoir à l'examen des épreuves conçues d'après l'approche par objectif. Enseignants et syndicalistes se mêlent à l'affaire et sollicitent l'arbitrage du ministre des Enseignements secondaires. D'autres précisions dans ce reportage de Kedjara. Et je vous le disais, des candidats au baccalauréat session 2021 qui sont en détresse, enseignés tout au long de l'année par l'approche par compétences. Ils ont été surpris en plein examen par l'approche, par des épreuves d'après l'approche par objectif. Enseignants et syndicalistes se mêlent à l'affaire et sollicitent l'arbitrage du ministre des Enseignements secondaires. D'autres précisions dans ce reportage de Kedjara et Théophile Tchunke. Le baccalauréat 2021 sent-il le soufre? D'un peu partout, les plaintes surgissent au sujet de l'organisation de cet examen à travers le pays. Il est notamment question d'épreuves faites sur le modèle de l'approche par objectif, alors même que durant toute l'année scolaire, les enseignements ont été dispensés sous le régime de l'approche par compétences. Cette situation s'est particulièrement illustrée dans les épreuves d'histoire, géographie et d'éducation civique et morale, ECM. Le peu de cas fait du respect du programme dans la composition des épreuves et le chamboulement des coefficients sont également pointés du doigt. Equinox Télévision a voulu en savoir davantage sur cette polémique qui ne cesse d'enfler. Première halte, l'office du baccalauréat au quartier Oza, à Yaoundé. Les responsables n'entendent pas s'exprimer ouvertement sur cette question. Néanmoins, on nous explique que l'office du baccalauréat n'a pas pour mission de composer les sujets de cet examen. Il a simplement en charge son organisation. En conséquence, y affirme-t-on, c'est à l'inspection générale des enseignements secondaires qu'il faut s'adresser. En effet, souligne-t-on enfin à l'office du baccalauréat, les épreuves sont composées par les inspecteurs pédagogiques nationaux. En clair, pour l'office du baccalauréat, aucune faute ne peut lui être imputée dans les dysfonctionnements observés dans l'organisation du baccalauréat cette année. Notre deuxième escale nous a conduit à l'inspection générale des enseignements du ministère des enseignements secondaires au cœur de la capitale, en face de la cathédrale. N'ayant pu rencontrer la principale responsable, il nous a été répondu qu'il fallait en réalité en référer à la ministre des enseignements secondaires pour obtenir des explications à ce sujet. Jusqu'ici, ce qui est certain, c'est que la ministre des enseignements secondaires s'est montrée très discrète au sujet du baccalauréat 2021. Ce n'est qu'à la toute fin de l'examen qu'elle s'est résolue à faire une descente sur le terrain dans quelques établissements de la capitale sans pour autant prendre la parole. En attendant, les mécontents qui dénoncent ce qu'ils qualifient d'organisation chaotique du baccalauréat 2021 pronostiquent déjà l'échec de nombre de candidats à cet examen. Vous venez plutôt de suivre un reportage de Gizogo et Rodrigue Ngassi sur ces différentes incohérences enregistrées au cours de l'examen ou du baccalauréat session 2021. Et dans le reportage qui va suivre, vous écouterez la réaction des enseignants et syndicalistes sur ces incohérences-là. Kedjara et Théophile Tchunke pour plus de précisions. C'est une session de baccalauréat édition de 2020-2021, émaillée de scandales, qui s'est refermée samedi dernier. Entre les retards enregistrés par quelques élèves, les défauts de pièces d'identité qui ont fermé la porte de cet examen de fin du second cycle à certains candidats, il y a surtout une inadéquation entre les contenus d'évaluation et les programmes d'enseignement qui, dès le déroulement des premières épreuves, a suscité une vague de réactions à la fois dans les salles d'examen et sur les réseaux sociaux. Des réactions émaillées de surprise chez les enseignants et de déception chez les élèves, cas de l'épreuve de philosophie. L'épreuve de philosophie a porté, n'est-ce pas, sur un champ théorique dominant qui se rattache, n'est-ce pas, au programme de première et un autre champ théorique dominant pour ce qui est de la dissertation qui se rattache, n'est-ce pas, au programme de seconde. Finalement, on se questionne, n'est-ce pas, sur la pertinence
de la présence des enseignants dans les salles de classe, puisque du coup, les élèves ont comme l'impression que leurs enseignants ont travaillé, n'est-ce pas, à leur dispenser des enseignements qui étaient à peu près périmés. La chose est plus grave lorsqu'on s'intéresse à la méthodologie utilisée pour la conception des épreuves. Les enfants qui ont reçu pendant plusieurs années des enseignements basés sur l'approche par compétences ont été évalués sur la base d'une approche dont ils n'ont jamais entendu parler, l'approche par objectif. Dans l'approche par les compétences, le candidat est déjà informé sur la manière dont les choses vont se dérouler. Il a une première partie qui porte sur l'évaluation des ressources et une seconde partie qui porte sur l'évaluation de l'agir compétent. Mais dans le cas d'espèces, c'est-à-dire l'histoire, la géographie et l'ECM, et même les mathématiques, on s'est surpris avec une épreuve qui demandait à l'enfant de se prononcer de manière générale sur des questions qui lui ont été posées, mais qui n'avaient rien à faire avec l'approche par les compétences. En vérité, c'était l'approche par les objectifs. Conscient de l'impact de ces incohérences sur le résultat final des élèves et donc le taux de réussite à l'examen, les enseignants et les syndicalistes en appellent à l'intervention du ministre. C'est la raison pour laquelle nous avons interpellé Madame le ministre des enseignements secondaires, n'est-ce pas, sur le caractère dangereux de ces épreuves ainsi que de la nécessité à revoir, si ce n'est pas seulement à les reprendre, mais à revoir la manière dont ces épreuves vont être corrigées par les enseignants. C'est donc un total de 5 épreuves à gros coefficients qui sont mêlés à ce scandale, notamment l'épreuve de philosophie, les épreuves d'histoire, géographie et ECM, ainsi que l'épreuve de mathématiques. Un gang de 3 présumés preneurs d'otages dans les filets de la police judiciaire de l'Ouest. Ils ont été interpellés après avoir kidnappé 2 femmes qui se rendaient à une cérémonie funèbre. Une reconstitution des faits a permis de dévoiler le mode opératoire de ces hors-la-loi. D'autres précisions dans ce reportage de Leclerc Sakem. Après plus de 10 ans derrière les barreaux pour vol aggravé, Frédéric Sokoudou, alias Majesté Kouvoissi, a recouvert la liberté il y a de cela 6 mois. L'univers carcéral n'a que renforcé le génie de ce délinquant de la société. Une fois de retour parmi les siens, il va échafauder un plan machiavélique, aidé à cela par un de ses compagnons de fortune, Fongan Eric, alias Meilleur. Mon grand frère est sorti de prison, il est arrivé ici au village, j'étais là. Il m'a dit qu'il fallait une voiture pour faire des opérations. Moi, n'ayant pas une voiture, la raison pour laquelle mon frère comme mon confrère ici, Fussi Duclerc, il n'a jamais été au courant de quoi que ce soit dans nos opérations malsaines. Ça que je suis parti lui tromper, je lui ai fait comprendre que j'ai perdu la femme de mon grand-père. J'ai pris sa voiture. Durant 2 mois, à bord de ces véhicules, ces transporteurs de notre genre vont jeter leur dévolu sur les femmes qui font l'autostop. Nous avions pris les gens au niveau de l'agence de Bafoussam. Nous avons pris les gens à Yaoundé. On a proposé que c'est la maison de sa mère et qu'on pouvait garder des otages là-bas sans inquiétude. Et le rôle du chef dans tout ça? Mon rôle était de rester auprès des otages et assurer qu'ils restent sur place. Et aussi au moment qu'ils veulent manger, je peux les prendre ce qu'ils peuvent manger. Que tout ça a été dans la plus grande discrétion. Leur dernier coup remonte au 28 mai dernier où ils ont kidnappé 2 femmes qui se rendaient au Deyabafan. Les dames étaient sécurisées tout en sachant qu'elles étaient en train de prendre un car qui les achemine dans leur destination. Mais curieusement, en mi-chemin, ces suspects dévient donc l'itinéraire. Certaines ont été même prises au niveau de Yaoundé parce que généralement, elles prennent souvent l'autostop. Arrivé vers Bandoune, l'itinéraire est dévié. L'un des présumés kidnappeurs va utiliser son téléphone portable pour demander la rançon. Alors, oui, bonsoir. Oui, si vous êtes de la famille dans ce que Thérèse a été kidnappée, il faut 15 millions pour les libérer. Face à ce phénomène qui prend de l'ampleur dans la région de l'Ouest, les populations sont invitées à plus de collaboration avec la police. Ces présumés kidnappeurs implorent le pardon des victimes. Je demande sincèrement pardon à toute la famille dont j'ai causé du tort. C'est dans cette bâtisse que Frédéric et Eric a mené leurs victimes. Au menu, viol et torture, pour enfin jouir des fruits de la rançon. Du village Bameka, pour Equinos Télévision, nous sommes Robert Kenyé, Leclerc Sakem.
Mettons à présent le cap sur le village Tessé dans le département du Nkonki. Les populations manifestent contre le sous-préfet de la localité de vouloir leur imposer un chef. D'autres précisions avec Vivien Tonfak et Robert Kenny. Le village Tessé dans le groupement Banjoun a perdu sa quiétude il y a un peu plus d'un mois. Après la disparition de son chef, une frange de la population ne veut pas d'un successeur qui ne reflètera pas la volonté de la majorité des habitants et ressortissants de ce village de 3e degré. Pour le faire savoir, ils ont observé un mouvement d'humeur, brandissant des pancartes, ressortant leurs récriminations. Et je ne voudrais pas que notre chef de quartier soit encore remplacé par la mascarade. Depuis qu'on a enterré notre chef le 8 du mois passé, le quartier ne s'est pas encore concerté pour trouver un chef. Mais on a déjà des candidatures qui sont dans le bureau du sous-préfet. Il faut que le sous-préfet nous dise qui viendra installer un chef. Je crois que le sous-préfet installe le chef, mais il ne choisit pas le chef. Leur souhait, disent-ils, c'est d'avoir un chef compétent et proche de ses administrés. Je dis qu'on veut le changement. Le chef de quartier, ça quitte de porte par porte. Le chef de quartier a quitté de chez Talapé. Vous venez, mais là, il doit le successeur et laisser chez eux comme successeur. Mais au quartier, on a refusé. Les faux qu'ils faisaient, on ne peut plus accepter. Nous voulons le changement dans le quartier. Même si c'est n'importe qui, mais nous, on ne veut plus mettre un riche. Nous, on veut un pauvre qui doit marcher au rythme des villageois. Nous, on veut un pauvre qui doit avoir peur aussi des riches pour arranger mieux notre quartier. Accusé, tout comme les notables, de manœuvrer pour imposer un chef, le sous-préfet de Poumonieux se dit surpris par de telles accusations. Zivan Kamara, que nous avons rencontré, dit gérer avec tact cette succession dans le strict respect des textes de la République. Pour l'heure, en zèle l'autorité administrative, la désignation d'un nouveau chef est suspendue. En attendant l'épilogue, le bateau du village Tessé vogue sans commandant de bord. Dans l'escale internationale, Benjamin Netanyahu a été écarté de son poste de Premier ministre après un vote de confiance du Parlement. Et au Mali, le Premier ministre Choguel Maïga a tenu son premier conseil de cabinet durant lequel il a décliné les priorités de son gouvernement. La mouture internationale est signée Gladys Sidi. Le président Félix Tshisekedi s'est rendu à Goma, ville touchée par la coulée de lave suite à l'éruption du volcan Nyiragongo le 22 mai dernier. Il a promis de tout mettre en œuvre pour accélérer la mise en place des logements temporaires pour plus de 15 000 personnes dont les maisons ont été détruites, tout en indiquant qu'il se rendra personnellement sur les différents sites identifiés pour les travaux de recasement. Interrogé sur l'état d'urgence en vigueur en Ituri et au nord Kivu depuis plus d'un mois, Félix Tshisekedi regrette les attaques et promet de maintenir la pression sur les groupes armés. Il a aussi promis d'accélérer le processus de DDR pour prendre en charge les ex-combattants. Le gouvernement désigné le 11 juin dernier au Mali s'est réuni dimanche 13 juin 2021 pour la première fois autour du Premier ministre Choguel Maïga. Durant ce premier conseil de cabinet, il a divulgué les priorités de l'action gouvernementale qui portera sur l'amélioration de la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation d'élections en 2022 ainsi que la lutte contre la corruption. La création d'un organe unique et indépendant d'organisation des élections a également été évoquée. Une réclamation de la classe politique et de la société civile. En Israël, Benjamin Netanyahu a été évincé. Il a été écarté avec la nomination de Naftali Bennett comme nouveau Premier ministre. Sur les 119 députés présents, 60 ont voté en faveur de la nouvelle coalition qui va de la droite à la gauche en passant par l'appui d'un parti arabe. 59 députés, principalement du parti Likoud de Benjamin Netanyahou, de l'extrême droite et des partis ultra-orthodoxes s'y sont opposés. À l'annonce de la victoire de Naftali Bennett, des milliers de personnes se sont rassemblées pour fêter le départ de l'ancien Premier ministre.
Sur le plan international, la chancelière allemande Angela Merkel a été l'une des premières à réagir après la prise de pouvoir de Bennett Naftali. Elle l'a félicité et a dit souhaiter coopérer étroitement avec le nouveau gouvernement. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a adressé ses félicitations au nouveau chef du gouvernement israélien, se déclarant impatient de travailler avec lui. Les États-Unis, plus proches alliés d'Israël, ont réagi. Joe Biden, lui aussi, dit avoir hâte de travailler avec Naftali Bennett, le nouveau Premier ministre israélien. Parlons sport à présent, avènement du football au Cameroun, qui en est le fondateur entre colons et missionnaires. Ce n'est ni l'un ni l'autre, mais un citoyen sierra-léonais du nom de George Gott, arrivé au Cameroun en 1922. Aventure du ballon rond au Cameroun avec Eric Florent Ouattat et Jean-Paul Chouniat. Le programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Le premier ballon de foot aurait remonté le cours du fleuve Vouri, dans les caisses des marins blancs, qui accostaient à Douala, vers 1890. C'était alors une affaire entre blancs venus d'ailleurs et leurs semblables habitant le plateau Jos, là-bas sur les terres de Douala Mangabel, au quartier Bonanjo. En réalité, c'était du foot divertissement, limité aux seuls blancs. Mais à la vérité enseigne l'histoire. Le football populaire prend son point de départ à Douala en août 1922 avec le premier bond d'un ballon de foot sur le sol camerounais en plein cœur du quartier Akwa. D'ailleurs, dans son ouvrage intitulé « Le football camerounais des origines à l'indépendance », Tchanga Soter, de regrettée mémoire, attribue cette paternité à un citoyen sierra-léonais du nom de George Gott, un agent commercial d'une firme britannique, John Holt. Mon père est arrivé ici, il avait 26 ans. Il venait du Gabon où il avait dans son sac un ballon. Ainsi, chaque dimanche, à ses heures perdues, il livrait une partie de foot en duo avec son cousin Romain sur un terrain vague de l'époque, plus précisément à ce carrefour baptisé rue Saint-Ger, à la grande admiration des centaines d'habitants du quartier Akwa. Le soir, après le travail, il soufflait avec son cousin, il pompait, il n'avait pas de... Et il se mettait à attaquer. Bon, ça a suscité la curiosité des jeunes Camerounais. Et finalement, il a été obligé d'organiser quelque chose. Et les gens sont descendus au quartier. Les deux footeurs du dimanche tapaient dans une boule mystérieuse aux yeux de leur public. C'était désormais le grand rendez-vous dominical de foot sur la place de Douala, où chacun voulait s'y essayer, confiait George Gott en ces termes. Par curiosité, la population venait nous voir jouer. Quelques-uns voulurent immédiatement en faire autant. Ils se mirent vaillamment à taper sur le ballon. La majorité se faisait toujours mal parce qu'ils shootaient avec les orteils, criant leur douleur en langue Douala. « Na cessé, ça fait mal », relatait George Gott. Le virus du foot n'épargna pas les autres quartiers, faute de ballons qui étaient rares à l'époque. Tout objet à la forme sphérique faisait l'affaire. Orange, morceaux de chiffon emballés,
vessie de bœuf gonflé, balles dérobées derrière les cours de tennis blanc. Les nouveaux aficionados recouraient à tout pour satisfaire leur nouvelle passion. Face donc à cet engouement populaire, Georges Goethe créa la première équipe de foot dès 1923, le club athlétique du Cameroun. Les ballons ne couraient pas les rues à cette époque. Percés ou gonflés, les astuces pour coller le trou ne manquaient pas. Les mandibules et poumons en souffraient faute de pompe à bicyclette. Un matériel didactique, alors rare comme des larmes de serpent. Sierra Lyonnais de nationalité, Georges Goethe fait de sa terre d'accueil sa seconde patrie, épousant surtout une fille du terroir. Passionné de la richesse culturelle du Cameroun et ses paysages pittoresques, il ouvre en 1931 le premier studio photo de Douala et même du Cameroun. Né le 16 août 1897 à Freetown, le père fondateur du foot et la photo au Cameroun décède en 1976 à l'âge de 79 ans, sans avoir reçu son ordre de mission qu'il attendait de son employeur depuis son arrivée au Cameroun en 1922. La tradition de père en fils fut respectée. Douala Cyril Goethe reprit aussitôt le flambeau à la disparition de son géniteur. Au demeurant, l'on n'en parle pas beaucoup, mais l'histoire du football camerounais ne saurait s'écrire sans cette préface de Georges Goethe. Si dans les autres pays du continent, les ancêtres du football sont soit missionnaires, soit des colons blancs, au Cameroun, l'ancêtre du football est un Africain, un Sierra Lyonnais en plus, Georges Goethe. C'est d'ici qu'il dispensait ses enseignements de foot aux joueurs de son club qu'il avait créé en 1923. Ceux-ci, tels des disciples de Jésus, partaient d'ici pour aller porter la bonne nouvelle du football aux populations de l'arrière-pays. Depuis la rue Saint-Ger, berceau du football camerounais, Éric Florent Ouattat et Jean-Paul Chouniat, sur le chemin de la Canne. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. À présent, des publi-reportages dans ce journal. La compagnie de téléphonie mobile Orange Cameroun fait le bilan de l'opération Orange Pulse et Orange Digital au profit de la jeunesse camerounaise. C'était à la faveur du lancement des activités Orange pour la jeunesse à Yaoundé. Reportage. Lancé il y a un peu plus de 3 ans, Orange Pulse a littéralement transformé la vie de nombreux étudiants et jeunes entrepreneurs camerounais. La plateforme Pulse que nous avons mise sur pied, qui compte aujourd'hui plus d'1 million de membres, permet de pouvoir fournir à ces jeunes des contenus éducatifs pour pouvoir prendre un univers où ils peuvent se connecter et vivre leur passion ensemble. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette plateforme Pulse, nous mettons sur pied un ensemble de formation, un ensemble de séances de coaching dans les différentes universités d'État pour pouvoir justement apporter l'accompagnement de nos différents experts pour les jeunes et les aider ainsi à mieux se préparer pour le monde du travail. Le lancement des activités Orange pour la jeunesse offre l'occasion de faire le bilan, non seulement du programme Orange Pulse, mais également du programme Orange Digital Center. 2 trouvailles qui participent de fort belle manière à la transformation numérique de la vie de nombreux Camerounais. L'Orange Digital Center et le Pulse sont des programmes mis sur pied par Orange avec l'ambition d'accompagner les jeunes tout au long de leur vie numérique, dans leur développement personnel et professionnel. Orange Pulse est la plus grande communauté de jeunes au Cameroun, avec une moyenne d'1 million de jeunes inscrits à date qui échangent sur leurs passions communes. Cette communauté leur offre la possibilité de s'affirmer, de s'arrimer aux standards internationaux en mettant à leur disposition des contenus académiques, des opportunités de stage, des possibilités d'emploi. S'agissant spécifiquement du programme Orange Digital Center, c'est un grand boulevard d'opportunités au profit de la jeunesse qui ose et qui innove. Orange Digital Center a pour utilité d'accompagner la jeunesse camerounaise dans l'apprentissage des savoir-faire numériques. Le numérique, c'est la société de demain. Si nos jeunes ne sont pas préparés à s'embarquer dans le numérique, on restera à la traîne du développement
socio-économique. Donc Orange, dans son souci d'égalité, veut donner les moyens à tous les jeunes de pouvoir acquérir des compétences numériques, mais aussi créer de l'activité. Donc chacun a la possibilité d'accéder à un apprentissage, un parcours d'apprentissage qui lui permette d'avoir les éléments nécessaires pour son développement dans le numérique. Le lancement de l'édition 2021 des activités dédiées aux jeunes se déroule en présence du ministre de la Jeunesse. Ce n'est pas un fait du hasard, puisqu'avec le gouvernement, Orange Cameroun a contracté un mariage de raison dont l'objectif est la transformation numérique des universités d'État du Cameroun. Et le déploiement de ce partenariat gagnant-gagnant donne de réels motifs de satisfaction jusqu'ici. La relation entre Orange Cameroun et l'univers estudiantin se veut solide. Et pour marquer notre volonté d'accompagner la jeunesse au travers de vacances productives, plusieurs projets ont été mis en œuvre. Orange Fab Lab, Orange Pulse Meetup, Orange Ville Propre. Ces initiatives cadrent en tout point avec l'engagement d'Orange comme acteur du développement humain et numérique au Cameroun. Toutes ces actions d'Orange pour les jeunes n'en sont qu'à leur début. Nous souhaitons apporter notre pierre jour après jour. Entreprise citoyenne, Orange Cameroun nourrit beaucoup d'ambition pour la jeunesse camerounaise, qui est plus que jamais au cœur de ses préoccupations. Les étudiants et les jeunes entrepreneurs en ont pour leur compte, à travers différents projets et programmes qui leur sont dédiés. Et la belle aventure continue. Et la Société anonyme des brasseries du Cameroun met la main à la pâte pour assainir l'environnement. Cette entreprise citoyenne a engagé une opération de collecte des emballages plastiques en vue de protéger l'écosystème. C'était à la faveur de la Journée mondiale de l'environnement. Reportage. Pour la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin 2021 sous le thème « Restauration des écosystèmes », le groupe SABC y a mis les bouchées doubles. Pour la circonstance, le groupe a engagé avec l'appui de ses partenaires une série d'opérations d'assainissement sur toute l'étendue du territoire. Ce fut par exemple le cas dans les quartiers Aala et Cité Verte de Yaoundé, ou comme sur ces images dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Nous sommes en train de vouloir permettre aux jeunes de tirer profit de ces déchets-là. C'est-à-dire que la commune de Douala 3e a mis en place une stratégie visant à faire de ce mauvais grain un élément rémunérateur, c'est-à-dire qu'un élément rentable pour ces populations. Nous pensons que l'environnement est une affaire de tous et de chacun. Chacun doit apporter sa contribution. Et pour qu'on n'ait plus ce genre de désastre que l'on a, nous devons anticiper. Nous devons collecter en amont, assurer que toutes les bouteilles plastiques qui sont produites n'arrivent pas dans les drains. Et le groupe SABC est un exemple qu'on va brandir désormais à tous les autres producteurs d'emballage plastique. Parce qu'on n'a pas que ce drain. On a plusieurs drains dans le Vori et on a plusieurs drains partout au Cameroun. Les entreprises productrices d'emballage plastique à 95% sont dans le département du Vori. Nous veillerons désormais à contrôler les quantités d'emballage plastique qu'ils récupèrent. Cela conditionnera leur permis environnemental. Pour le groupe SABC, il s'agit de changer radicalement de paradigme. Considérer désormais les bouteilles plastiques émises dans la nature comme des matières premières qui, grâce à une économie circulaire, permettra au groupe de revaloriser avec l'appui de ses partenaires les quelques 9000 tonnes de bouteilles plastiques produites chaque année. Nous avons une responsabilité sociétale, nous disons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous disons, mais on n'y arrivera jamais seul. On ne veut plus jamais ça. Pour ne plus jamais avoir cela, il faut qu'on travaille en économie circulaire. Il faut que SABC, qui malheureusement, en dépit du fait qu'on fait des emballages verts consignés, émet dans la nature des emballages plastiques, à peu près 9000 tonnes par an, eh bien il faut que nous récupérions ces 9000 tonnes grâce au groupe Isacam et qu'avec Namé et avec Redplace, nous valorisions ces 9000 tonnes de déchets et qu'à son tour, SABC rachète des produits finis issus du recyclage. Ça s'appelle l'économie circulaire. Ça ne peut marcher que comme ça. Animé par la volonté de protéger l'environnement, le groupe SABC contribue depuis plus de 70 ans à la restauration des écosystèmes à travers ses différents programmes de protection de la biodiversité via l'agriculture écologique, le reboisement, le recyclage.
La Société Générale Cameroun en opération de charme dans la région de l'Est. Cet établissement bancaire a présenté aux hommes d'affaires ses nouvelles offres conçues pour les opérateurs économiques. Reportage. Société Générale Cameroun, plus proche de ses clients de la plus grande région forestière du Cameroun. Après les villes de Douala, Yaoundé et Bafoussam, c'est Bertoua qui accueille les Business Days, une proximité avec la clientèle au travers des rencontres et visites. Une entreprise sur 3 au Cameroun est financée par la Société Générale, donc il est important pour nous de venir à la rencontre de nos capitaines d'industrie, notamment de la PME, de comprendre leurs problématiques et bien sûr de pouvoir les solutionner en proposant des services et des produits adaptés. Les opérateurs économiques de la région de l'Est, à travers ces échanges avec Société Générale Cameroun, trouveront des solutions à leurs différentes problématiques, mais aussi des facilités que cette banque universelle met à leur disposition à travers des masterclass sur les thèmes de crédit bail, de la facturage, du cash management et ses offres Yo Business. La pandémie du Covid-19 nous a un peu brimé sur l'année 2020 en termes de proximité de la clientèle. Donc il était important pour nous de venir aujourd'hui à Bertoua, les rencontrer sur le terrain et comme je dis vraiment comprendre leurs problématiques. Nous avons commencé cette initiative en début d'année où nous étions à Douala d'abord à rencontrer nos clients. Nous avons fait également la ville de Yaoundé. L'initiative des SGCAM Business Days 2021 à Bertoua regroupe tous les clients de Société Générale Cameroun, filiale du groupe Société Générale. Le fait que la Société Générale se déporte à Bertoua à la rencontre de la clientèle est une chose véritablement exemplaire et à saluer et même à encourager. Il n'est pas facile d'un coup de baguette magique rencontrer tout le staff d'une entreprise, notamment une banque de la taille de la Société Générale. Je crois que c'est une initiative louable. Ce n'est pas tout le temps qu'on reçoit le directeur général ici. Nous sommes tout à fait satisfaits et nous sommes contents. Nous souhaiterons que des initiatives pareilles reviennent de temps en temps. Société Générale Cameroun, meilleure banque du Cameroun, distinction décernée par le magazine EMEA Afrique, entend apporter le sourire à ses clients de Bertoua. Comprendre les besoins de notre clientèle entreprise, notamment la PME, qui s'inscrit au cœur de notre stratégie Growth Africa. Nous nous sommes engagés à augmenter nos concours bancaires au niveau ou à l'envers de ce segment de clientèle. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui à Bertoua. Société Générale Cameroun, première banque du Cameroun, leader de la relation client sur ses différents marchés, crée la préférence par la satisfaction client, la qualité, l'innovation et la proximité. C'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alain Autou et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Serge Alain. Baccalauréat 2021, la pédagogie par objectif dicte sa loi. Il faut le dire, Serge Alain Autou, c'est un scandale qui vient rallonger les tares du ministère des Enseignements secondaires décrié par la communauté éducative. Plusieurs candidats au baccalauréat session 2021 sont dans le désarroi. Ils ont été surpris en plein examen de recevoir des épreuves conçues par approche objective. Pourtant, au cours de l'année scolaire, ils ont reçu des cours par l'approche par compétence. Il faut rappeler, l'arbitrage du ministre des Enseignements secondaires est très attendu dans cette affaire. Serge Alain. Voilà, PPO contre APC. Voilà, merci, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée.